WhoDrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. WhoTalk, c'est la discussion French Cloud. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet d'actualité qui n'a pas encore été traité sur notre chaîne WhoTalk, à savoir la RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises. D'actualité d'abord, parce que la transformation des entreprises durant cette période de crise a fait émerger de nouveaux comportements et ambitions chez leurs collaborateurs, avec la nécessité de trouver encore plus de sens à leur mission quotidienne. Pour beaucoup, la RSE s'est notamment révélée comme un élément moteur d'activité. D'actualité aussi, parce que les entreprises ont également compris leur rôle dans cette démarche RSE. Les réflexions ciblant leurs impacts environnemental et sociétal se développent, et la RSE devient même un outil indispensable pour attirer et retenir des talents ou encore renforcer sa crédibilité auprès du public. Alors entre engagement personnel et enjeux d'entreprise, la RSE se fait une place dans notre société, et il nous a semblé pertinent de l'évoquer au travers d'un épisode dédié. Cédric Mermillot, cofondateur et Head of Strategy WhoDrive, nous partage sa vision de la RSE, en répondant aux questions toujours si pertinentes de Nicolas Lepochat, notre Marketing Campaign Manager. Bonjour Cédric Mermillot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi de commencer avec une question assez banale, mais de circonstance. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Le moral est bon. Franchement, je ne me plains pas. Parfait. Alors pour commencer cette émission, parlons de vous et de votre parcours. Vous êtes cofondateur et directeur général de la stratégie Sign et Identity de WhoDrive. Sign qui correspond à une offre de signature électronique et Identity pour la délivrance de certificats électroniques hautement sécurisés. Pourquoi cette appétence pour le secteur de la tech ? Je crois que l'appétence vient en mangeant. J'ai commencé cette aventure WhoDrive avec mes associés Stanislas et Édouard de Rémur il y a 20 ans. J'avais à peine 25 ans et donc au fur et à mesure du temps, plus on s'intéresse au sujet et plus on est passionné. Donc la passion a poursuivi le parcours classiquement. Et c'est une passion qui vous suit encore. Qu'est-ce qui vous anime tant dans votre métier ? Je crois que ce qui m'anime, c'est de progresser. Changer, évoluer, j'ai besoin qu'il y ait de la nouveauté. Donc tant qu'il y a de la nouveauté, des progrès, des changements et que j'ai l'impression d'être utile, je suis heureux. Et c'est une nouveauté que vous continuez à rencontrer ? Mais j'essaye. D'ailleurs, le fait qu'on se rencontre aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'est cher est un exemple justement des nouveautés qu'on peut vivre chaque année dans les entreprises. Alors, nous le savons, la crise sanitaire que nous traversons montre l'importance de la culture d'entreprise, vous en parliez tout à l'heure, dans sa flexibilité, tant pour la protection de ses collaborateurs. Et un critère qui a été propulsé sur le devant de la scène, c'est celui de la responsabilité sociétale des entreprises, ou plus communément appelé RSE. Et ce critère est devenu une condition incontournable pour l'attractivité et la rétention des talents. Quelle est votre définition de la responsabilité sociétale des entreprises ? J'ai la définition que nous donne la loi. Je crois que si on regarde de façon assez schématique, le RSE, c'est de pouvoir concilier écologie, gouvernance et éléments sociétaux au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est assez clair. Après, ce que je crois, c'est que vous avez dit en introduction que c'était devenu quelque chose d'incontournable. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de paillettes autour de ce sujet. Je fais partie des gens qui considèrent que un des éléments d'avenir de notre société et donc de notre société commerciale et de nos entreprises est cet élément-là. Moi, je crois beaucoup au fait que une grosse partie de la relance après cette crise devrait être faite autour d'une relance verte et donc autour de ces sujets-là. Je pense que les gens sont prêts. Je pense que concrètement, les vrais travailleurs de ce pays sont vraiment prêts à enclencher la deuxième vitesse sur le sujet. Ils attendent de nos politiques justement qu'ils prennent leurs responsabilités. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc je crois qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de s'enclencher. En revanche, il y a une dichotomie entre cette dynamique qui vient, j'ai envie de dire, du peuple, c'est-à-dire de tout le monde, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Tous les gens avec qui je peux discuter de ces sujets, je me rends compte qu'ils ont une vraie dynamique autour de ça et que cette dynamique, elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse d'emploi, elle est porteuse de productivité, elle est porteuse de beaucoup de choses positives. Et que, à côté de ça, quand on revient dans le quotidien et qu'on est un peu pris dans le quotidien, on voit que dans les directions générales, de l'ensemble du tissu économique, que ce soit des très grands comptes comme plutôt des TPE-PME, finalement ça passe un petit peu en deuxième, en troisième. Alors quand on parle de relance verte, souvent je trouve que derrière ça manque d'action, c'est souvent des mots. Et donc je crois que le RSE est devenu, et c'est déjà quelque chose de positif, quelque chose qui existe,
partout. On peut pas dire aujourd'hui à une entreprise ou à une direction générale ou RH, est-ce que vous avez une politique RSE, et qui vous regardent comme de ronde flanc. Je crois qu'ils savent maintenant ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment bien neuf? Je ne le crois pas. Et donc je crois qu'il faut mettre en place des initiatives, mettre en place des obligations pour faire en sorte que cette transition se passe plus rapidement. Justement, est-ce que vous trouvez que le terme RSE est globalement galvaudé par les entreprises ou utilisé comme un effet de mode? C'est pas le mot RSE, je trouve pas, parce que finalement il y a beaucoup de gens qui me posent la question. L'autre jour, j'ai eu la chance d'être interviewé dans un quotidien sur le RSE, et donc pas mal de gens l'ont lu, et énormément de gens m'ont posé la question, mais qu'est-ce que c'est que le RSE? Donc j'étais quand même assez étonné. Je vois bien que au sein des entreprises, les gens savent, mais ensuite, le monsieur tout le monde, quand il lit, il sait pas forcément ce que veut dire le mot RSE. C'est finalement un mot assez technique. Je crois il y a l'écologie, il y a, en tout cas, il y a des termes qui me paraissent beaucoup plus galvaudés aujourd'hui, comme l'empreinte carbone. Donc non, je dirais plutôt non à votre question. Mais vous avez tout le droit de répondre par la négative. Alors, pour en revenir à la crise sanitaire, le RSE a été au cœur de nombreux débats, notamment sur des aspects écologiques. Est-ce que vous pensez que cette crise peut avoir un rôle d'accélérateur en faveur des politiques RSE? Oui, je pense que on est arrivé à un... Je ne vais pas vous dire que je suis heureux de constater que ce confinement est en train de transformer les idées, mais parce que je pense quand même que ce confinement, il faut pas l'oublier, il a généré beaucoup de destruction, il a détruit beaucoup d'emplois, il a mis beaucoup de gens dans la précarité. J'entendais parler de 8 millions de personnes aujourd'hui qui ont besoin d'aide pour se nourrir en France, donc on arrive à des chiffres qui font froid dans le dos. Donc on peut pas dire que cette crise que nous vivons, cette crise sanitaire, est positive. Je crois que comme dans tout, quand quelque chose arrive de très très difficile, une grande crise, il y a des horreurs, il y a des difficultés, il y a des tragédies, et puis il y a du positif. C'est toujours comme ça, heureusement, parce que sinon ce serait dramatique. Et un des éléments positifs, effectivement, c'est peut-être la prise de conscience. La prise de conscience que on peut faire autrement, un petit peu comme si finalement on nous avait rappelé le système, la Terre nous avait rappelé qu'elle existait, et que si on s'en occupait pas ou pas assez vite, c'est elle qui allait prendre les droits. Finalement, ce virus, c'est un peu ça, hein, c'est de mon point de vue, hein, ça reste ma vision que je vous exprime, mais c'est un petit peu comme si c'était un rappel à l'ordre. Et je crois que de ce point de vue-là, les conditions vont changer. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine reprise, pas encore totale, parce que on est encore en pleine crise sanitaire partout, hein, mais on voit que l'ensemble des reprises sont proposées en tout cas présentées comme des reprises et des plans de relance verts. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de très fort qui est en train de se faire. En revanche, je pense qu'il faut faire très attention, et que il faut vérifier que ce ne soit pas que des mots. À ce titre-là, la Convention citoyenne pour le climat a eu, de mon point de vue, un impact très fort. Aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu intermédiaire entre les actions et les 147 propositions validées et le fait de les mettre en œuvre dans le cadre d'une loi parlementaire. Le chef de l'État est un petit peu au milieu du gué, très critiqué un peu des deux côtés, à tort de mon point de vue, parce que je pense que il fallait initier ces propositions, et c'est déjà extrêmement positif. Maintenant, il faut les mettre en œuvre, c'est là où on l'attend. Je pense que tant que la dynamique de mise en œuvre est là, et qu'elle est poussée par le chef de l'État, il faut lui faire confiance. Il faut être vigilant, comme le sont un certain nombre de gens, dont Cyril Dion, qui est un activiste intéressant qu'on peut suivre, mais il faut pas être extrême. Il faut faire confiance aux politiques, et notamment à notre président de la République qui porte ce projet de rénovation verte. Et je crois qu'il faut lui faire confiance, lui donner le bénéfice du doute, et lui reconnaître quand même cette initiative extrêmement populaire, extrêmement forte, de redonner au peuple la parole dans ce sujet qui le concerne, et ça pour montrer aux politiques à quel point les gens ont envie de s'impliquer dans ces sujets, et à quel point on peut les impliquer pour faire de la politique autrement et transformer vraiment la façon de vivre l'écologie dans notre pays. Alors, entre émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'eau et des sols, épuisement des ressources naturelles, les conséquences écologiques et environnementales du numérique prennent de l'ampleur à mesure que le secteur se développe. Un chiffre éloquent, selon le dernier rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en 2019, près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre étaient imputables au numérique. Pensez-vous que l'aspect écologique du numérique est aujourd'hui un sujet majeur au sein des entreprises de la tech ? Oui. Alors je pense que ces entreprises-là sont particulièrement sensibles à ces sujets pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme vous l'avez dit, l'impact est très très fort. Le numérique, c'est 4%. Alors pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous écoutent, toute l'aviation civile, c'est 2%. Donc c'est 2 fois plus que toute l'aviation civile. Et pourtant, qu'est-ce qu'on parle de la pollution des avions, les programmes qui ont été lancés par Airbus pour faire des biocarburants, enfin bref. Il y a beaucoup de sujets autour de ça, et pourtant on parle pas beaucoup du numérique. En revanche, les sociétés du numérique et de la tech qui emploient un très grand nombre d'ingénieurs et de commerciaux, enfin de gens qui sont
souvent assez jeunes et qui sont très au fait de ces sujets, se sentent du coup très concernés parce que se rendent bien compte que c'est quelque chose qui vient de l'ensemble des gens qui participent justement à cette industrie et que donc on doit faire quelque chose. Donc oui, la réponse c'est oui. Je pense que les entreprises de la tech et du numérique sont peut-être en avance sur la mise en place de politiques RSE innovantes et intéressantes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que ce que je vois, c'est que il y a beaucoup d'annonces. Si vous prenez les GAFA par exemple, ils ont tous eu des effets d'annonce extrêmement forts. Microsoft veut être empreinte carbone négative en 2030, et j'en passais des meilleurs. Derrière, il y a beaucoup de green bashing de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on dit des choses comme ça et puis après, quand on décortique et on essaie de comprendre comment ils font, c'est un petit peu différent. Donc je crois qu'il faut vraiment, de mon point de vue, de la direction générale, prendre conscience que l'ensemble des gens qui composent cette industrie veulent que ça change et il faut les impliquer dans ce changement et le mettre en œuvre. Vous parliez écologie tout à l'heure, notamment la Convention citoyenne. Aujourd'hui, c'est l'accord de Paris qui fête ses 5 ans et qui engendre une concrétisation réelle de la responsabilité sociétale climatique des organisations et par extension du domaine de la RSE. Est-ce que, selon vous, l'accord de Paris va avoir un impact positif sur les actions RSE des entreprises ? Oui, l'accord de Paris, c'est l'élément de base. On se réfère à cet accord en permanence pour ne pas oublier. Je crois qu'on est en retard. On doit aller plus vite, c'est certain. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui sont très négatifs sur ce sujet, qui disent on n'y arrivera pas. Moi, je crois pas. Moi, je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on a un petit retard à l'allumage, mais qu'on va y arriver. La Convention citoyenne est un bon exemple. Je pense qu'elle sera suivie d'autres actions citoyennes de ce type-là, et que je pense que les politiques vont prendre conscience, avec les échéances électorales qui arrivent, de l'importance de ces sujets. On l'a vu aux dernières élections municipales, ça a été quand même une vague verte. Je dis pas que je suis un écolo, c'est pas tellement un sujet politique, c'est vraiment un sujet sociétal. En tout cas, le peuple s'est exprimé en faveur justement d'une transformation de la façon qu'on a de faire de l'économie et de vivre dans nos pays. Après, il faut bien se rendre compte que on fait partie des gens les plus sensibles à ces sujets et que pour qu'il y ait un impact très fort dans le monde, il va falloir que les mastodontes que sont l'Inde, la Chine, la Russie, les États-Unis changent radicalement. Alors, de ce point de vue-là, on a des petites choses positives parce que on sait que les États-Unis, depuis l'élection de Biden, vont revenir dans les accords de Paris, donc ça c'est positif. Donc il y a quand même des choses positives, mais on sait que en France, en tout cas, on représente à peu près 1% des émissions dans le monde. Donc la France elle-même ne représente pas grand-chose, mais je pense que nous pouvons être un leader. Je pense qu'il y a une opportunité très forte là de montrer l'exemple et et que l'Europe soit leader dans ce domaine-là. Et c'est peut-être un des éléments technologiquement parlant et politiquement parlant qui peut redonner un élan à l'Europe et faire en sorte que l'Europe redevienne finalement un leader, un continent leader dans le monde, parce que je pense que nous sommes en avance sur ces sujets-là. Et pour ça, il faut avant tout une prise de conscience qui a déjà lieu. On ressent cette prise de conscience générale concernant le réchauffement climatique et pas simplement lié aux spécialistes du domaine, que ce soit les événements météorologiques extrêmes, les tempêtes, les sécheresses, les inondations plus fréquentes ou encore la dégradation de l'écosystème. Ce sont des phénomènes de transformation qui inquiètent. Et le monde sera manifestement confronté à des conséquences catastrophiques sans l'élimination de ces émissions de gaz à effet de serre dans un délai de 30 ans. Pensez-vous que le réchauffement climatique a éveillé une prise de conscience chez les acteurs du monde de la tech ? Je crois que oui, bien sûr. Non, mais je suis pas partisan de la segmentation des populations. Oui, le monde de la tech certainement. Comme je vous l'ai dit, la majorité des gens qui travaillent dans la tech sont des gens jeunes. Donc c'est des gens qui sont sensibles à ces sujets. C'est aussi simple que ça. Il faut tout intégrer. Il faut pas être dogmatique. Il faut pas être trop agressif aussi dans sa façon de faire. Moi, j'ai trouvé que la question du glyphosate, par exemple, c'est un sujet très intéressant dont on a pu parler justement sur la plateforme Brut avec le président de la République, et il a donné son point de vue. C'est vrai que ça, d'une certaine façon, vis-à-vis pour les écologistes, c'était un scandale, et puis de l'autre côté, pour les agriculteurs qu'on essaie de soutenir parce que c'est une population très importante pour la France, c'est un scandale inverse. Donc, si tu voulais, c'est là la difficulté de ce sujet, c'est qu'en fait, l'écologie, il faut la faire de façon intelligente. On peut pas la faire de façon unilatérale. Il faut la faire en portant tout le monde. On peut pas se permettre de faire de l'écologie contre certaines choses. Il faut faire de l'écologie pour tout le monde. Donc, en fait, il faut réussir à embarquer les gens et à accepter la transformation. Ce qu'on fait d'ailleurs assez bien pour l'énergie. Pour l'énergie, il y a des projets qui sont mis en place aujourd'hui et des systèmes qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont mis en place, qui permettent assez facilement à tout à chacun et même toute entreprise. La mienne, par exemple, chez WoodDrive, on a changé nos fournisseurs d'énergie et de gaz en biogaz en quelques clics. Et ça, c'est des systèmes qui sont totalement soutenus par l'État. Donc, il existe énormément d'initiatives aujourd'hui qu'on peut mettre en œuvre et qui permettent, sans être clivants, de vraiment suivre cet engagement écologique.
sans distinction, donc entre les secteurs. C'est ce qu'il fallait retenir. Oui, j'ai pas envie de distinguer, même si je pense que le numérique est un secteur qui va être obligé de faire très attention, parce que dans le numérique, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment les data centers, et puis il y a la consommation un petit peu frénétique de matériel informatique. Moi, j'étais étonné de voir l'autre jour dans une réunion, il devait y avoir 10 personnes, et il y avait, 7 iPhone 12 dans la salle. Je me suis dit, c'est quand même assez incroyable l'obsolescence programmée de ces machines. Je suis quand même assez estomaqué de voir la rapidité avec laquelle on change d'ordinateur, et ça, c'est un vrai sujet, hein. C'est 50% des émissions dans la tech, c'est ces sujets-là, et après il y a 25%, c'est les data centers. Après, les 25% restants, ce sont les réseaux. Donc on peut travailler l'ensemble de ces sujets-là, mais il y a quand même un travail à faire, tout à chacun, pour se poser la question de savoir dans quelle mesure on peut pas soi-même essayer de changer les choses. Il y a un constat qui est sans appel, c'est que notre monde s'oriente vers une multiplication des objets connectés, que ce soit entre la TV, les smartphones, les tablettes, mais également des services cloud, les réseaux sociaux, le streaming, le travail collaboratif, vous en savez quelque chose, qui mécaniquement ne feront qu'augmenter l'impact environnemental du numérique. Est-ce que pour vous, l'usage massif du cloud et l'écologie énergétique sont inconciliables ? Non, c'est pas inconciliable. Oui, il y a un impact. Il faut pas le nier. Quand je vois les immeubles de data centers qui sont construits dans le désert aux États-Unis pour stocker l'ensemble des emails que l'on stocke sur les Google Drive et les Gmail et les trucs comme ça. Oui, c'est certain que l'impact, il est pas neutre. Ce que j'essaye et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que si on veut que ça change, il faut que individuellement on décide que ça change. Chez OneDrive, par exemple, plutôt que de mettre des sujets comme si vous êtes écologique, n'imprimez pas cet email. On dit, moi, si vous êtes écologique, supprimez-moi. Si je ne suis pas important, supprimez-moi. Et moi, je pense que c'est par là qu'il faut aller. C'est-à-dire que ce stockage on considère le stockage des données à peu près double chaque année. Donc, ça donne une idée de la quantité de machines qu'il va falloir pour stocker toutes ces données. Il va falloir qu'on commence à sérieusement se poser la question du tri et de faire en sorte de ne pas tout conserver. Parce que, en fait, c'est ça qui coûte tellement de carbone à la planète. Il faut qu'on fasse attention et qu'on accepte l'idée que on peut tout à fait utiliser des technologies modernes, innovantes et tout ce que vous avez cité sans forcément ruiner la planète. On peut allier les deux. Vous parlez du Drive et nous le disions en début d'émission. Vous êtes directeur général de la stratégie Sign et Identity de Drive, une société qui propose des solutions cloud hautement sécurisées de partage, de sauvegarde et de signature électronique, mais bien d'autres. Via un communiqué le 16 novembre dernier, Drive a affirmé de renforcer sa démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Et dans cette communication, Cédric, vous avez déclaré vouloir vous doter d'une politique structurelle d'éco-responsabilité qui visait à réduire durablement votre empreinte carbone. Comment est-ce que la RSE vit au sein de Drive ? Justement, et là, ça fait plaisir que vous me posiez la question parce que c'est le micro-exemple dans une PME de 400 personnes de comment ça devrait se passer de façon globale dans le pays. Elle vit grâce aux adhérents d'un groupe RSE qui s'est construit de façon assez simple autour d'une envie qu'ont eu les différents salariés de l'entreprise de faire vivre cette politique RSE justement. Alors on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier la partie gouvernance et la partie sociétale qui sont aussi traitées chez OneDrive. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une envie d'un certain nombre de gens qui se sont désignés eux-mêmes comme des porte-drapeaux dans différents départements, que ce soit RH, finance, évidemment recherche et développement, tout type de métier en fait. Et ils se sont intéressés au sujet et ils ont décidé de créer ce groupe pour faire des propositions. Et moi, je me suis proposé d'être leur relais auprès du comité de direction. Et je trouve que la puissance de ce groupe, c'est que justement les idées que je relais à la direction, ou que parfois la direction me demande de relayer auprès d'eux, ce sont des idées collectives. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est pas la volonté d'une personne, une vraie bonne politique RSE. Il faut que ça englobe, il faut que ça embarque les gens. Et c'est là où vous arrivez à faire une transformation. C'est pas quand vous imposez quelque chose, c'est quand tout d'un coup ça s'impose à nous. Quels sont les engagements à tenir pour assumer une telle démarche sociétale ? Il faut d'abord répondre aux problématiques, c'est-à-dire que quand on nous pose des questions ou quand on nous préconise des choses, il faut pouvoir dire oui ou non, il faut expliquer si on peut le faire. Parfois on peut pas tout faire d'un coup, parce que ça peut avoir des coûts pour l'entreprise, ça peut être trop transformant, on peut ne pas réussir à le faire tout de suite, mais il faut répondre. C'est-à-dire il faut dire oui, ça on peut le faire tout de suite, on est d'accord, on le met en œuvre, et puis on nomme des gens pour le mettre en œuvre, et puis après ça non parce que c'est trop tôt pour telle et telle raison, donc il faut un dialogue. Donc du coup, c'est comme ça qu'on met en marche des plans d'action, c'est-à-dire qu'on fait des propositions, le groupe RSE fait des propositions chez OneDrive et ensuite le comité de direction les étudie et en dialogue avec les représentants de ce groupe met en œuvre un certain nombre de propositions. Donc on y va par étapes. La première étape qu'on a faite chez OneDrive qui était fondamentale, c'était de mesurer notre empreinte.
On a mesuré notre empreinte. Notre empreinte, c'est à peu près 930 tonnes de CO2 par an. Donc, on l'a mesuré grâce à l'ADEME, on a mesuré grâce à des entreprises extérieures qui nous ont audité, qui nous ont tamponné cet audit et qui nous ont permis ensuite de pouvoir compenser. Ça, pour moi, c'est la base. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, on a une tâche, c'est notre consommation, on va la nettoyer en compensant. Mais ça, c'est le niveau de base. Mais c'est pas très intéressant. Le plus intéressant, c'est de dire, OK, maintenant que j'ai cette tâche, comment je fais pour la réduire ? Parce que cette tâche, elle se reproduit chaque année. Donc, faut pas croire que juste parce que vous payez un plan de reforestation ou de quoi que ce soit, finalement vous êtes donné bonne conscience. C'est bien parce que on considère que 1% de l'empreinte carbone est compensée dans le monde. Donc ça vous donne une idée de ce que c'est moderne comme démarche. Mais pour nous, ça suffit pas. C'est-à-dire que il faut montrer l'exemple bien au-delà de ça. Il va falloir mettre en place une politique structurelle de baisse de notre empreinte. Ça veut dire que la croissance de nos effectifs et de notre chiffre d'affaires doit être inversement proportionnelle à la croissance de notre empreinte. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en œuvre avec le groupe, puisqu'on a mis en œuvre cette première phase qui était de mesurer et de compenser. Et maintenant, on est en train de mettre en place un plan structurel de baisse. Vous parliez de phase, et justement, une politique RSE bien menée suppose forcément une application des RH pour clarifier la démarche et les messages, et celle des salariés, pour construire un sens du collectif. Dans quelle mesure les collaborateurs d'WoodDrive s'intègrent dans ce projet ? C'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les RH qui donnent le cadre, parce qu'il y a des lois. Il y a énormément de lois qui existent. Il y a des lois sur la mobilité, il y a notamment une loi sur la mobilité durable qui vient d'être encore accélérée par le gouvernement, et c'est très positif. Et il y a les départements RH des entreprises qui sont là pour relayer ces différentes possibilités pour faire en sorte qu'elles vivent dans les entreprises. Donc ça, c'est très bien. Et puis après, comme je vous le dis, si on veut que ça ait un impact et que les 3/4 des gens qui ne connaissent pas ces sujets-là soient embarqués et commencent à s'intéresser au sujet et du coup, ça fasse tache d'huile, en fait, il faut que tout le monde, c'est un petit peu comme la représentation syndicale, en fait. C'est un petit peu la même chose, mais il faut que tout le monde soit impliqué. Ça veut dire que, par exemple, dans le groupe RSE, quand il s'est formé, on a eu énormément de demandes, et on a eu des demandes à peu près partout. Donc j'ai dit, ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de représenter tout le monde. On peut pas être un groupe qui va fonctionner. On est presque 400 dans le groupe WoodDrive. On peut pas se permettre d'avoir 40 personnes dans un groupe RSE. C'est trop. On peut pas travailler à 40. Donc j'ai dit, essayons de nous limiter à 10. Et puis essayons d'avoir à peu près un représentant dans chaque département. Et c'est ça, en fait, qui est très fort chez WoodDrive, c'est que chaque département est représenté. Et du coup, chaque personne qui participe à ce sujet et qui est passionnée, quand il retourne dans ses pénates et qui discute avec les gens de son département, il va essayer de commencer à les éduquer dans le bon sens du terme, en leur disant, vous voyez, on a travaillé ce sujet-là, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais regardez un petit peu de documentation. Par exemple, on a un groupe qu'on partage sur le réseau social de l'entreprise. On partage un groupe avec tous ces gens-là et on partage en permanence des idées. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on trouve aujourd'hui sur le web, c'est assez incroyable. Des innovations dans tous les sens pour pouvoir mieux recycler le matériel. Enfin, je vous en passe des meilleurs. Et à chaque fois, ces idées viennent de ces personnes-là. Après, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les implémenter chez nous, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact que ça peut avoir. Et puis surtout, on en parle autour de nous. C'est-à-dire, et du coup, il y a quelque chose d'assez étonnant qui est en train de se passer. C'est que c'est en train de monter. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un truc qui est en train de devenir incontournable. Et c'est là où, pour moi, je dis que ça va devenir très fort. C'est que quand ça devient obsessionnel, dans le bon sens du terme, chez un peu tout le monde, mais ça se met naturellement en œuvre. Vous sentez une ferveur chez les collaborateurs de WoodDrive dans ce projet ? Oui. Incontestablement, et je crois que c'est positif pour tout le monde, et c'est ce que j'essaie d'expliquer en étant un peu l'intermédiaire entre les différents groupes qui s'intéressent à ça et surtout la direction. J'essaie de leur expliquer qu'il y a énormément d'aspects positifs dans ce qui est en train de se passer. D'abord parce que globalement, on fait ça quand même pour une cause qui est juste, qui est quand même de sauver la planète. Et ça, je pense que personne ne peut dire qu'il n'est pas pour. Tout le monde est plutôt pour. Alors il y a des gens qui n'y croient pas, d'autres qui y croient beaucoup, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on essaye. Donc ça, c'est plutôt une cause à laquelle tout le monde se rallie. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de se partager entre les collaborateurs et le management. Et du coup, j'ai l'impression qu'on va arriver à des consensus très forts qui vont radicalement transformer notre façon de vivre l'entreprise. Et donc, je crois sincèrement que non seulement c'est positif pour la planète, ça va être positif pour l'entreprise. Je pense que les gens qui travaillent sur ces sujets-là sont très attachés à l'entreprise. Si l'entreprise fait vraiment ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle met en œuvre, et c'est pas que du bullshit, et qu'elle met en œuvre ces sujets-là, et du coup elle est clean vis-à-vis de la confiance que met ce groupe RSE dans la direction. Si jamais tous ensemble on met en œuvre ces sujets, alors je pense que les gens vont s'attacher fortement à l'entreprise, et c'est positif pour l'entreprise, parce que ce qu'on veut justement, c'est que les bonnes personnes restent, qu'on puisse les fidéliser, qu'on puisse travailler dans le temps avec eux, parce que c'est ça la valeur d'une entreprise, c'est ces gens qui y travaillent. Et donc je pense que c'est un cercle hyper vertueux pour l'entreprise.
Comment a émergé cet attachement pour cette cause de votre côté ? C'est assez personnel. Moi, j'ai des gens autour de moi qui se sont beaucoup intéressés à ces sujets. Moi-même, je trouvais ça intéressant, mais j'étais très loin de comprendre, de connaître. Donc, ça vient de plusieurs choses. J'ai un groupe de copains avec qui on discute souvent de ces différents sujets. Et puis, je leur ai demandé de m'aider, donnez-moi des bouquins à lire, des trucs. Donc, j'ai commencé à me renseigner. J'ai lu quelques trucs. J'ai rencontré quelques personnes qui étaient vraiment complètement dedans et qui m'ont passionné. Et puis, je me suis fait mon opinion. Et puis après, une fois que j'ai fait ça, j'ai essayé de convaincre mes associés, les différents collaborateurs que je peux voir au COMEX, au CODIR, et je me suis rendu compte que il fallait surtout pas que ce soit mon idée en fait, surtout pas que ce soit moi qui porte ce sujet-là tout seul, parce que finalement c'est pas comme ça que j'envisage l'écologie ou une transformation de l'entreprise. Donc j'ai eu l'idée de proposer avec les RH de créer ce groupe RSE, et c'est là que la dynamique s'est prise. Et c'est ça qui est génial, c'est que cette dynamique c'est pas la mienne, c'est la dynamique des collaborateurs, des collaboratrices de l'entreprise qui ont décidé de faire cette transformation-là. Donc moi personnellement, comme tout le monde, il y a beaucoup de sujets quand même aujourd'hui, il y a beaucoup de reportages, il y a beaucoup de choses. Il y en a qui a été assez sublime là, qui vient d'être fait sur France 5 sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses à voir, donc on peut facilement se documenter. Si ça vous intéresse, vous allez sur n'importe quel podcast, plateforme, il y a des millions de choses à lire. Donc voilà, c'est venu assez naturellement, mais ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que c'est pas du tout mon sujet, c'est notre sujet chez vous. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas pour le déroulement de ce projet. Pour conclure, nous avons évoqué à de nombreuses reprises les impacts de la crise sur le RSE. Pensez-vous que le RSE est un vecteur de sortie de crise ? C'est difficile de répondre à ça. Je pense que oui, je pense que l'écologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un vecteur pour que la société se transforme et que du coup, après le délabrement économique que je pense on va vivre, je pense qu'un des éléments de relance, c'est l'écologie. Donc je crois qu'il faut aller à fond dans cette voie, il faut y croire et ça va générer de l'emploi, ça va générer énormément de positifs. Donc oui, je pense que d'une certaine façon, pas que le RSE, mais le RSE et l'écologie de façon globale sont des éléments qui vont nous permettre effectivement de sortir de cette crise. Comment est-ce que vous imaginez le monde de demain ? Je l'imagine. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif. Je crois que quand on est positif, on a déjà fait une partie du chemin. Donc, on aurait tort de pas l'être. Donc, je pense que le monde de demain, c'est un monde dans lequel, grâce justement à cette transformation écologique, on va réussir à conserver notre planète et que, en la conservant, on sera certainement passé dans une économie très différente de celle d'aujourd'hui, qui sera certainement une économie plus humaine. Parce que cette crise écologique, elle nous ramène à des valeurs humaines, mais des valeurs aussi. L'écologie, c'est aussi la faune, la flore, et ces sujets-là, ils sont fondamentaux. Donc ça nous rapproche de la terre, ça nous rapproche des êtres humains. Donc je pense que cette transformation, elle risque de nous faire du bien humainement parlant. Donc je vois, si je devais résumer ça en une phrase, je pense que le monde de demain sera un monde plus humain. Bizarrement, alors que effectivement, comme vous le dites, peut-être qu'on se verra un petit peu moins tous les jours, mais je crois que on aura gagné de ce point de vue-là. Et vous avez raison de le souligner. Notre podcast touche à sa fin. Merci Cédric Mermillod d'avoir été notre invité. Merci.